Seul, face à l'océan, 40 navigateurs et navigatrices vont se lancer pour 80 jours de lutte contre les éléments, sans escale et sans assistance, pour une course incroyable autour du monde. Un défi hors du commun. Mais si vous étiez au Sables d'Olonne pour le départ du Vendée Globe le 10 novembre 2024, vous n'avez sûrement entendu parler autour de vous qu'une seule langue, le français. Dit comme ça semble être un détail, mais quand on y réfléchit, pourquoi ce défi fou que tant de navigateurs souhaitent réaliser intéresse majoritairement des Français? Pourquoi cette course fascine-t-elle la France, mais reste largement méconnue ailleurs? Est-ce que les Anglais, les Américains et les Australiens ont leur propre Vendée Globe? Ou aurait-il d'autres moyens de se mesurer aux océans? Sur les 239 navigateurs qui ont participé à l'un des Vendée Globes, seulement 84 n'étaient pas français. Pour les vainqueurs, c'est sans équivoque, ils sont tous français. Ces ratios sont bien plus équilibrés dans d'autres courses prestigieuses comme l'Ocean Race ou la Coupe de l'America, qui ne sont pas des courses solitaires. Il y a plusieurs raisons culturelles, techniques et logistiques qui expliquent cette particularité. Mais il y a aussi des hommes et des femmes, des histoires humaines qui sont venus façonner la vision de la voile à la française. Et pour le comprendre, on va devoir revenir 60 ans en arrière avec un pionnier, une personne qui va inspirer plusieurs générations de skippers. Tout commence en 1964. Un homme seul, un voilier et l'Atlantique. Le 23 mai, un jeune officier de marine français, inconnu du monde de la voile, s'apprête à larguer les amarres depuis Plymouth. Son objectif ? Traverser l'Atlantique Nord en solitaire et rejoindre Newport le plus vite possible pour gagner la transatlantique anglaise. Face à lui, le favori de la course, le célèbre marin britannique Francis Chichester, vainqueur de la première édition, qui espère boucler la course en moins de 30 jours. Cette transatlantique va constituer une véritable révolution pour la voile française, car ce n'est pas un Anglais qui va traverser l'océan le plus rapidement, mais bien un Français, notre jeune officier méconnu, son nom, Éric Tabarly. Dès le départ de la course, Tabarly impose son style, audacieux, inventif et méthodique. À bord du Pendwick 2, un voilier qu'il a conçu spécialement pour affronter l'Atlantique, il prend les devants. Mais la traversée est semée d'embûches. Une avarie sur son pilote automatique, en réalité un régulateur d'allure, aurait pu tout compromettre, l'obligeant à barrer sans relâche. Pourtant, plutôt que de céder à la panique, il observe, réfléchit et trouve une solution, en adaptant sa navigation pour que le bateau tienne son cap seul. Cette résilience, ce sens de l'adaptation et sa capacité hors norme à supporter l'effort vont faire la différence. Les jours passent, rythmés par la fatigue, les changements de vent et les manœuvres incessantes. Après 27 jours de mer, il aperçoit enfin la terre. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, on lui annonce « You are the first ». Il est non seulement arrivé 3 jours avant Chichester, mais il a aussi imposé une nouvelle manière de naviguer. Les Anglais n'en croient toujours pas leurs yeux. Comme au temps des corsaires, un Français les a tenus en échec dans leur propre spécialité, la marine. Abaisser le record de la traversée solitaire de l'Atlantique de 33 jours à 27 n'était pas à la portée de n'importe qui. Seul un marin éprouvé, doublé d'un athlète infatigable, pouvait réussir un tel exploit. Éric Tabarly est un Breton, et c'est tout dire. En remportant la Transat anglaise, Tabarly devient héros national. On le qualifie alors d'explorateur ou d'aventurier. Le récit du marin inconnu qui bat les Anglais sur l'eau suscite un engouement sans précédent. Il est directement nommé chevalier de la Légion d'honneur par Charles de Gaulle. Sa victoire bouleverse la voile de compétition. Les innovations qu'il imagine durant sa carrière sont encore présentes dans les bateaux aujourd'hui. C'est le début d'une révolution. La France va peu à peu devenir la nation des grandes courses au large. Tabarly incarne alors la compétition, mais également quelque chose de plus profond. Ce récit d'un homme seul qui doit affronter les éléments va marquer la société et créer une image, une philosophie du large où se mêlent technologie, aventure et sacrifice. Un rapport romantique et poétique lie désormais le monde de la voile à la culture populaire française. La voile rime désormais avec solitude. Dans le reste du monde, cette représentation ne se développe pas, on y reviendra. Tabarly rejettera ce goût pour la solitude qui aurait, selon lui, largement été construit par les médias à l'époque.
Je pense pas du tout que j'ai un caractère de solitaire. C'est une réputation, ça qu'on m'a fait, que je traîne de 64. Reste que ces victoires en solitaire sont celles qui ont eu le plus grand écho médiatique, façonnant au passage la culture française de la voile. La disparition d'Éric Tabarly au large du Pays de Galles, le navigateur est tombé à la mer un peu après minuit. Il n'y a pratiquement plus d'espoir de le retrouver vivant. Le gouvernement français demande que... Sa mort soudaine en mer laissera un trou béant dans la mémoire des marins, preuve de la trace indélébile de son passage. Il inspirera des générations de skippers qui ont pu naviguer avec lui ou qui l'ont découvert grâce à ses performances. En parallèle de l'héritage laissé par Éric Tabarly, un autre marin complète cette approche philosophique et introspective de la navigation, Bernard Moitessier. En 1968, alors qu'il participe à l'ancêtre du Vendée Globe, le Golden Globe Challenge, qui était la première course autour du monde en solitaire et sans escale, Moitessier surprend tout le monde en refusant de se diriger vers la ligne d'arrivée. Plutôt que de s'arrêter en Angleterre et de revendiquer la victoire, il décide de poursuivre son voyage mettant le cap sur Tahiti. Son message, envoyer un cargo croisé en mer, est resté légendaire. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. Moitessier incarne une autre facette de la voile en solitaire, celle de la quête de liberté, du refus des contraintes. Un rapport presque mystique avec l'océan. Son influence contribue à nourrir une fascination française pour la navigation au long cours, qu'il s'agisse de compétition ou d'évasion. Son récit mêlant aventure et spiritualité inspire encore aujourd'hui de nombreux marins, y compris ceux qui prennent le départ du Vendée Globe. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de ces faits de course et de ces navigateurs? Est-ce que vous en avez d'autres en tête? C'est fou comme l'histoire de quelques personnalités peut en influencer plein d'autres derrière, mais aussi changer toute une discipline. Parce que ces personnalités, entre autres, ont réellement marqué le début d'un véritable engouement pour la course en solitaire en France, entraînant la multiplication des grandes courses à travers le monde. La Transat anglaise devient un rendez-vous incontournable, bientôt suivi par la Route du Rhum en 78, le Vendée Globe en 89 ou la Route du Café en 93. Parallèlement, un véritable écosystème se met en place. Les écoles de voile commencent à former des skippers dès leur plus jeune âge, les sponsors, conscients de l'impact médiatique de ces courses, se mettent à investir. Les avancées en matériaux composites ou en hydrodynamique font de ces monocoques des bateaux toujours plus rapides. La France se retrouve alors à la pointe de la technologie nautique, avec des ingénieurs et des architectes navals réputés dans le monde entier. Ces éléments combinés font que les skippers français bénéficient d'un environnement unique, leur permettant d'exceller dans la discipline. Ok, on a vu pourquoi la France s'est pris de passion pour les courses solitaires. Ça s'est joué au résultat de quelques navigateurs, mais aussi à une forme de romantisme qui a peu à peu imprégné la culture de la voile à la française. Derrière, tout ça, ça a généré un véritable écosystème logistique et industriel qui profite aujourd'hui aux skippers. Mais alors, pourquoi les autres pays n'ont pas eu le même déclic? J'aime bien faire des tours sur les médias étrangers pour voir comment ils traitent une même information. Chez ESPN, énorme média sport aux US, la voile est classée dans la catégorie sport olympique, ce qui ne permet pas de parler du Vendée Globe. Au Guardian, journal britannique généraliste, la catégorie voile en a bien parlé dans quelques articles, mais le vainqueur de la dernière édition, Charlie Dalin, arrivé le 14 janvier, n'a même pas été évoqué. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord regarder ce qui, au contraire, les fascine. Il faut bien sûr évoquer l'America's Cup, la Coupe de l'Américain en français, créée en 1851. Tous sports confondus, c'est la compétition active la plus ancienne, en tout cas selon eux. Depuis plus de 150 ans, la compétition implique d'un côté le Defender, détenteur du trophée, et de l'autre le Challenger, qui accepte le lieu, la date et les règles du Defender. Si le Challenger l'emporte, il devient le nouveau détenteur et défenseur du trophée. La Coupe de l'América, c'est une bataille technologique et stratégique, où deux équipages de 8 s'affrontent en duel sur des bateaux ultra rapides. Le format est bien plus resserré qu'au Vendée Globe, les courses ne durent que quelques heures, rendant chaque manœuvre, chaque virage décisif. Le spectacle est immédiat et le suspense garanti. La course possède une aura incroyable, riche de plusieurs décennies d'histoire, de rivalité et d'exploits. Les sponsors accourent pour s'y montrer et prendre un peu de sa lumière.
Prada, Fly Emirates, Red Bull ou Ineos. Sans dénigrer le Vendée Globe, on y retrouve des marques plus internationales. Il y a aussi l'Ocean Race qui est comme le Vendée Globe une course autour du monde, mais en équipage et avec des escales. Chaque étape est une course dans la course avec des duels, des rebondissements et des classements intermédiaires. On peut lire sur le site de la course: l'Ocean Race est souvent décrite comme la compétition sportive professionnelle la plus longue et la plus difficile au monde. L'un des 3 plus grands événements de voile, aux côtés des Jeux Olympiques et de la Coupe de l'America. Oui, pas de référence au Vendée Globe ici. Ces courses, elles sont taillées pour un public anglo-saxon qui aime la rapidité, l'innovation technologique et les confrontations directes. Mais dans l'histoire maritime, des Britanniques, des Australiens ou des Américains, le héros, il est rarement seul. Les grandes expéditions, ce sont des équipages entiers qui partent à la conquête des océans. James Cook, Francis Drake, ces figures sont des leaders, pas des solitaires. Même dans la navigation sportive, les légendes anglo-saxonnes se construisent dans l'équipe et la rivalité visible, pas dans la solitude et la patience. Le Vendée Globe rentre donc difficilement dans cette narration. On a là vraiment 2 visions opposées des courses nautiques, qui vont donc plus ou moins s'adresser à vous, de par leur format, mais aussi leur historique. On a d'un côté la Coupe de l'America ou l'Ocean Race, qui donne un spectacle immédiat, avec des images de dépassement, et où la vitesse et l'esprit d'équipe sont valorisés. De l'autre, le Vendée Globe, qui célèbre l'exploit individuel, aussi bien mental que physique, et où le travail d'équipe en amont est largement invisibilisé. C'est en principe une course qui se raconte mieux dans des documentaires ou des grands récits que dans des flashs quotidiens sur les chaînes de sport. Résultat, les émotions ressenties sont moins instantanées dans le Vendée Globe et le spectacle peut être moins facile à suivre. Donc les autres pays n'ont pas eu la même révélation, cette étincelle initiale qu'a été Tabarly. Et derrière cet écosystème lié aux courses au large en solo, il n'a pas grandi aussi fort qu'en France. Pas de culture populaire autour des courses solitaires, du coup pas de sponsors qui sont prêts à mettre des millions pour financer le développement d'un bateau, et pas de gamins qui ont grandi avec ces étoiles dans les yeux quand on évoque les épopées solo. Le Vendée Globe reste prestigieux, c'est pas une course 100% française, on l'a vu au début, mais inverser la tendance n'est pas facile. Le savoir-faire pour construire les bateaux du Vendée Globe est essentiellement présent en France. Les étrangers voulant participer viennent alors souvent s'installer en Bretagne pour se rapprocher des lieux de production. Il y a maintenant cette inertie liée au poids de l'histoire. Les sponsors et les publics français vont avoir du mal à s'intéresser aux courses collectives. Qui parmi vous a suivi les Français l'an dernier à la Coupe de l'America ? À l'inverse, le format de la Coupe de l'America est tellement ancré dans la culture anglo-saxonne qu'il est difficile pour ce public de suivre des formats plus longs. La direction du Vendée Globe cherche à ouvrir sa compétition à l'international. Reste qu'une grande partie de la logistique doit être faite en France. Des participants étrangers se plaignent régulièrement du sort qui leur est réservé, avec des règlements qui seraient mal traduits, ou encore des faits de course qui seraient aux avantages des Français. Alors oui, le Vendée Globe, pour s'adresser à un public plus large, peut se renouveler et se renouvelle déjà. Les temps de parcours se réduisent, avec des vitesses de course toujours plus folles. On se rapproche désormais des 2 mois de course pour gagner le Vendée Globe, réduisant le sentiment d'éloignement extrême perçu par le public. Ça se joue aussi dans la communication quotidienne demandée aux skippers sur les réseaux, démystifiant cette épopée, mais la rendant peut-être plus humaine. Comparé aux autres courses qui proposent des images de dépassement très impressionnantes, des actions pouvant figurer dans des compilations, le Vendée Globe propose une atmosphère plus immersive, avec des témoignages où l'on peut déceler les émotions des participants, leurs réussites, leurs hésitations ou leur tristesse. On dit que les Français sont une des populations les plus émotives, et c'est peut-être là-dedans que réside notre amour pour cette course. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. C'est un format un peu différent d'habitude qui me prend un petit peu moins de temps parce que je prépare une autre grosse vidéo qui devrait arriver dans pas trop longtemps, j'espère. En tout cas, abonnez-vous, commentez si vous avez des trucs à dire, likez la vidéo, partagez la vidéo et on se voit très bientôt. Salut!